J'ai une fenêtre mettre en pause l'enregistrement, c'est normal? J'ai un petit logo. Bonjour à tous, on va attendre encore peut-être une petite minute, le temps que tout le monde arrive à se connecter. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Arinck, chargée de promotion de l'offre de services pour les entreprises à la CARSAT du Sud-Est. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un webinaire d'1 heure afin d'aborder le thème de la prévention des risques professionnels dans les établissements sanitaires et médico-sociaux au travers des aides techniques. Ce rendez-vous s'inscrit dans la web-série qui vous est consacrée. Après notre premier webinaire le 19 février dernier, qui était consacré aux solutions pour réduire l'absentéisme, vous nous avez sollicité pour aborder cette thématique. C'est donc avec Frédéric Gérald et Alain Brunel que nous vous proposons le programme suivant. Nous ferons d'abord un point rapide sur la sinistralité de votre secteur, puis nous aborderons l'évaluation et l'analyse du besoin dans les EHPAD, mais également dans les cliniques et les hôpitaux. Et enfin, nous vous présenterons les différentes aides techniques liées ou non au transfert de personnes, en tenant compte bien entendu de leur niveau d'autonomie. Une vingtaine de minutes sera consacrée après cette présentation aux échanges, mais vous pouvez dès à présent poser vos questions ou poster vos commentaires via le chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas également à télécharger la documentation qui est mise à votre disposition, également en haut à droite de votre écran. Alors, comment prévenir les risques professionnels dans vos établissements avec les aides techniques spécifiques à vos métiers? C'est maintenant. Je donne la parole sans plus tarder à Frédéric Gérald et vous invite à répondre à un petit sondage. Bon webinaire. Merci Hélène. Bienvenue à toutes et à tous pour cette suite de notre série. Et pour commencer, je vous propose qu'on partage le contexte pour mieux appréhender pourquoi ce secteur d'activité attire toute notre attention et suscite pas mal d'interrogations sur la prévention des risques professionnels. Pour commencer, les établissements de santé, aujourd'hui en PACACOR, sont au nombre de 390 pour 57 000 salariés, avec un indice de fréquence. Alors, pour rappeler l'indice de fréquence, c'est le nombre d'accidents de travail avec arrêt divisé par le nombre de salariés, multiplié par 1000, ce qui va permettre de nous affranchir des problématiques d'effectifs. Et donc, pour ce secteur, l'indice sur cet indice service 1,
c'est un indice de fréquence de 55 accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés. Sur le secteur service 2, l'indice de fréquence est de 20 accidents du travail pour 1000 salariés. Donc, il est nécessaire de se pencher sur la problématique. On a fait aussi un zoom, puisque bon, on parle bien sûr TMS. Donc, on a fait une requête avec un outil que nous avons à notre disposition qui va nous permettre de faire une analyse un peu plus fine, de savoir de quoi on parle. Alors, quand on parle d'AT codifié, ce sont les accidents du travail qui ont nécessité au moins 4 jours d'arrêt. Le fait de se reporter à 2019, c'est aussi la garantie d'avoir des chiffres consolidés pour avoir une lecture réelle de la sinistralité dans votre secteur. Dans les manutentions manuelles, on s'aperçoit 2/3 pratiquement des accidents du travail qui sont représentés. On zoome un peu avec presque la moitié sont du mal au dos, pas de surprise, bien évidemment. Et ensuite, on est allé faire un zoom aussi sur justement vos activités, votre code de risque, en sachant que c'est pratiquement la moitié des actés qui sont ici du mal au dos. Et qui sont les personnes concernées? Bien évidemment, sans surprise non plus, ce sont les soignants. On a aussi souhaité identifier quelle était la tranche d'âge impactée. On s'aperçoit que les 25-39 ans, on regarde, c'est quand même un chiffre conséquent au regard des accidents du travail. Et ça nous questionne justement sur l'employabilité, l'attractivité du secteur pour les jeunes diplômés, les jeunes salariés qui rentrent dans la vie active ou qui sont dans le début. Et aussi les 40-59 ans, les personnes seniors, puisque les seniors aujourd'hui sont identifiés à partir de 45 ans. Et là, ce sera plutôt des questions sur le maintien dans l'emploi, sur justement comment accompagner nos seniors professionnels pour exercer leur métier sans contrainte plus que nécessaire au regard de leur âge, qui est un facteur non négligeable. Je passe la main sans plus attendre à Alain Brunel, qui va vous parler des EHPAD sur le même thème. Bonjour à toutes et à tous. Alors on poursuit, c'est les codes APE 8710A et 8730A qui représentent les EHPAD et les EHPA, anciennement les maisons de retraite et les foyers logements. Et donc qui en PACA Corse représentent 678 établissements pour à environ 23 000 salariés avec un indice de fréquence de plus de 100. Alors, on constate par rapport aux établissements de santé qu'il y a plutôt moins de salariés dans les EHPAD, ce qui n'est pas une grande surprise, mais par contre, l'indice de fréquence est plus élevé. Alors, je rappelle que l'indice de fréquence, c'est le nombre d'accidents du travail ramenés à 1000 salariés, 100 pour 1000. À comparer avec le secteur du BTP où l'indice de fréquence est à 60, ou alors tout secteur d'activité, on est à 33. Donc il faut aussi rappeler que ce taux est en hausse constante depuis plus de 15 ans. Donc, en complément, on constate aussi beaucoup des insertions professionnelles dans ce secteur d'activité, notamment à travers des licenciements pour inaptitude. On va zoomer un petit peu les principaux facteurs d'accidents de travail dans ce secteur d'activité. Alors, 2609 accidents du travail dans les EHPAD recensés donc, en 2019 sur la région PACA et Corse, avec un taux, donc avec 1774 accidents du travail liés à la manutention manuelle, donc ce qui fait 68%, et une majorité de ces accidents qui débouchent sur des lombalgies ou des mal de dos, c'est-à-dire environ 860. Donc on voit bien, à travers ces chiffres, la nécessité d'agir sur les risques liés à la manutention, notamment les transferts de personnes dépendantes. Voilà, je vais repasser la parole à Frédéric Gérald qui va entamer la présentation proprement. Merci Alain.
Voilà. Donc, dans un premier temps, pour avoir des aides techniques adaptées, adéquates, il est nécessaire et indispensable de faire l'évaluation et l'analyse du besoin. Donc, pour cette évaluation, un outil est sorti avec l'INRS sur la R471 qui, justement, permet d'évaluer le nombre de patients et de résidents en grande dépendance nécessitant d'être soulevés lors de transferts. C'est un outil qui va permettre de pouvoir évaluer justement le niveau de dépendance et avoir des aides techniques adaptées. Mais aussi, c'est important de mettre en place un outil de suivi de l'évolution de l'autonomie des personnes. Puisqu'aujourd'hui, un peu avec l'expérience, ça fait plus de 10 ans, voire 12 ans qu'on est sur le secteur d'activité, que ce soit établissement de santé ou EHPAD. Il s'avère que pour la partie transfert, et plus particulièrement dans les EHPAD, je fais un zoom dans les EHPAD, ce niveau d'autonomie, parce que l'objectif est bien sûr le maintien dans l'autonomie, mais pour les patients, c'est vrai aussi pour d'autres motifs, c'est d'avoir cette zone où la personne va aider, va encore un peu de tonus musculaire pour aider au transfert. Et au moment où elle ne va pas l'avoir, mais ce n'est pas encore flagrant. Donc, c'est vraiment ça, d'avoir un outil qui permet d'affiner cette période transitoire. Il y a aussi des bonnes pratiques. La grille d'évaluation. Je sais que dans les EHPAD, avec les GIR, cette évaluation est faite, qui va permettre de cartographier justement le niveau d'autonomie ou le niveau de dépendance des résidents ou des patients. C'est aussi, certaines fois, il y a des codes ont été mis en place sur le secteur, sur le service ou sur la chambre. Alors, chacun a mis un code de couleur, un code par un logo qui va permettre d'identifier la chambre comme étant maîtrisée au niveau des aides techniques. Et par exemple, selon le logo, on saura que dans cette chambre, quand on voit ce code, on sait qu'on va être amené à utiliser sans réserve et sans interrogation, par exemple, le lève-personne sur rail. Mais c'est aussi créer une ligne spécifique autonomie. Alors pourquoi cette ligne spécifique autonomie? C'est pour un peu accentuer ce que je vous ai dit précédemment sur cette partie transitoire où la personne a du tonus musculaire, une certaine autonomie qui permet juste de l'accompagnement à la mobilisation, à ce moment où l'accompagnement à la mobilisation se transforme par justement des aides techniques parce que la personne est dépendante. Et c'est aussi par rapport aux professionnels, lors des toilettes, par exemple, le matin, c'est de pouvoir capter les signaux faibles. Les signaux faibles sur, justement, on sent qu'il y a une perte de tonus musculaire, d'envie de contribuer avec les professionnels. Donc, ça pourrait être inscrit dans le cahier pour que la contre-équipe, par exemple, puisse avoir une info précieuse sur le fil de l'eau de chaque résident ou de chaque patient. L'analyse de besoins, grande question. Alors, grande question parce que, justement, selon une situation, où est-ce qu'il faut en mettre? Bon, une partie de la réponse se trouve aussi dans l'R471, mais je vais lire cette phrase car elle est très importante. Systématiser l'utilisation d'aides techniques efficaces afin que les personnes soignantes n'aient plus à soulever manuellement les personnes en grande dépendance et important, même à deux. Pourquoi? Puisque ça va conditionner aussi la réussite du projet de mise en place d'aides techniques. Puisque si on fait tout ça, c'est pour protéger le dos de nos salariés, c'est pour apaiser aussi les résidents, comme les patients, dans les moyens que nous mettons en œuvre pour les mobiliser. Et c'est une des solutions quand la personne justement est en grande dépendance, c'est l'utilisation d'élèves-personnes sur rail plafonnier, qui est une solution adaptée puisque dans l'R471 est aussi indiqué
un élément important, c'est d'avoir un moyen de manutention adéquat, mais surtout à proximité immédiate de son lieu d'utilisation. Et historiquement, le lève-personne mobile qui répondait à cette question assez souvent se retrouvait dans le couloir utilisé pour un étage ou alors dans le local technique en réparation ou à d'autres endroits, mais peut-être aussi à un nombre insuffisant au regard de nombre de résidents ou de patients justement qui sont en grande dépendance. Cet équipement, ça fait partie d'un ensemble. Un ensemble pourquoi? Puisque là, on traite vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire le transfert du lit sur un fauteuil roulant, mais aussi le transfert du lit sur un siège de douche, par exemple, pour aller faire la toilette. Bien évidemment, avec un fauteuil de douche mobile, et si possible électrique, pour toujours pareil, hein, aider à réduire les risques d'apparition de troubles musculo-squelettiques, mais aussi pour avoir des toilettes sans autre risque justement de TMS. Alors, les aides techniques liées au transfert, je vais vous proposer des interviews par les professionnels. Ces interviews sont issues d'un reportage que nous avions réalisé en 2007, Regard croisé sur les établissements de santé, et qui fait un état de toutes les situations que l'on peut rencontrer et du champ du possible sur la thématique des troubles musculo-squelettiques en établissement de santé et en EHPAD. Merci Hélène. Quand on a plusieurs transferts, soit le matin, le midi et le soir, en fin de journée, on a très mal au dos. Il semblerait qu'il y ait des nouveaux équipements qui puissent répondre quotidiennement au transfert. J'ai entendu parler des rails, par exemple. En tant que manipulateur, ce lève-personne permet d'avoir moins mal au dos, de sécuriser le patient au lever comme au coucher, de tout ça en toute sécurité et en intimité. Donc ce lève-malade, il a un secret, c'est la bonne mise en place du harnais. Donc dès que ce harnais est bien placé, donc bien droit, bien assuré, c'est un jeu d'enfant pour le lever. On peut lever une seule personne. Et il y a une double sécurité, c'est la sécurité de l'agent et la sécurité du patient. Ok, donc nous allons poursuivre justement les retours sur les professionnels par une autre vidéo, puisqu'on a parlé de harnais et on va voir réaliser un transfert. Merci Hélène. Nous allons procéder à la mise en service du lève-personne sur rail et je vais surtout mettre l'accent en fait sur le harnais parce qu'en fait l'un des grands avantages du rail c'est qu'il vous décharge de toute la partie manipulation d'un lève-personne au sol qui prend de la place et qui demande beaucoup de dextérité de votre part. Je vous rappelle qu'un harnais c'est un petit peu comme un vêtement. Autrement dit, un harnais doit être adapté à la taille de la personne. Je glisse bien le harnais jusque dans le bas du dos de la personne. Une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de croiser les jambières. C'est extrêmement important avec des harnais à boucle. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la phase du moteur. Alors là, vous voyez, je descends le moteur pour ne pas forcer. Voilà, vous allez vous sentir progressivement soulevé. Donc le harnais va un petit peu se mettre en place. Et vous voyez que madame, elle est déjà un petit peu prépositionnée en position allongée. Et puis maintenant, on va monter le lit. Comme ça, le lit il est déjà à hauteur pour quand vous allez retirer le harnais. D'accord? Et c'est en combinant en fait les différentes hauteurs variables que vous allez économiser votre dos. On décroise. Je vais maintenant allonger le lit. Alors vous voyez, pour bien retirer un harnais, parfois c'est très bien de passer par le haut plutôt que par le bas. Voilà. Et le harnais, il est enlevé. C'est terminé. Très bien. Merci Hélène. Je vais
poursuivre avec l'intervention d'Alain Brunel sur les autres aides techniques. Merci. Voilà, donc les autres aides techniques. Donc, c'est les aides techniques qui sont utilisées dans le cas d'une manutention qu'on appelle subpondérale. Voilà, un terme technique, mais en fait c'est assez simple à approcher. C'est la manutention subpondérale, c'est une manutention qui s'adresse aux personnes qui ont une motricité, une mobilité résiduelle, par exemple, à qui il reste encore un peu d'appui sur les jambes. Et donc dans ce cas-là, la personne qui est aidée participe au déplacement. Donc on va voir que ces aides techniques sont assez différentes de celles qu'on a pu voir dans la première partie de la présentation. Plus simple, mais plus difficile, plus varié, plus difficile d'approche. Et donc avec des spécificités bien marquées. Alors, on note qu'il y a deux fonctions, qu'elle répond à deux fonctions qui sont cumulables. Donc, le maintien de l'autonomie. Elle participe au maintien de l'autonomie des personnes, des résidents ou des patients, des personnes aidées. Donc, la prévention, elle participe également à la prévention des risques de TMS et de chute, aussi bien pour la personne aidée que pour le soignant, qui peut se faire mal en accompagnant la personne, mais aussi en tombant avec la personne aidée. Enfin, ces aides techniques peuvent être utilisées en autonomie par la personne dépendante, mais également avec l'aide et l'assistance d'un soignant. On a deux cas de figure qui sont aussi cumulables. Alors, leurs caractéristiques, c'est une grande variabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, liée au degré d'autonomie et aux situations de travail. Donc, pour ça qu'il existe un grand nombre d'aides techniques. On va voir dans la diapo suivante quelques exemples. Il existe également de nombreux freins psychologiques et relationnels des soignants et des personnes âgées qui sont liés à l'interface indispensable pour bien fonctionner, puisqu'il faut trouver un accord entre la personne aidée et le soignant ou l'aidant. L'efficacité passe donc par la maîtrise d'une évaluation préalable des possibilités de la personne à aider, de la communication et surtout aussi de la bonne utilisation du matériel. Tout cela nécessite un gros investissement en formation et un accompagnement et des mises à jour des connaissances assez fréquentes. Alors, on va passer à quelques exemples, comme je vous le disais, d'aides techniques de ce type. Alors, la première qui souvent qu'on évoque, c'est le drap de glisse. Donc, par exemple, pour rehausser au lit ou pour aider à un relèvement du lit. Donc, le drap de glisse, par rapport aux critères que j'ai cités précédemment, va être utilisé par le soignant avec la participation de la personne aidée. Mais le soignant est indispensable. Contrairement à la barre de lit, qui est l'autre exemple retenu, par exemple pour se lever du lit, où la personne en dépendance légère peut utiliser cette barre de lit par elle-même sans l'aide d'un soignant. Enfin, le verticalisateur avec ou sans motorisation. Donc on a un exemple servir pour la toilette, le change, donc doit être utilisé aussi avec l'aide d'un soignant. Il existe aussi des ceintures de transfert pour un relevé du fauteuil, par exemple. Voilà, on va voir un exemple concret à travers une vidéo. Donc c'est une vidéo de l'INRS par rapport à une dizaine de vidéos qui montrent des situations d'utilisation d'aide technique et les techniques qui sont nécessaires pour être efficaces. Donc il s'agit de relever d'un lit par pousser des jambes avec un bras. C'est Marie. Ah, bonjour Marie. Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux? Oh, bah j'ai pas dormi de la nuit avec mon coude. Ah mince, je remonte le lit. Hein. Oui. J'ai voulu me mettre dans la position... Pour le petit déjeuner? Oui. D'accord. Mais j'ai pas réussi à m'installer toute seule. D'accord. J'ai trop mal au coude. C'est le coude droit alors? Le coude droit. D'accord. Vous voyez, je l'ai mis dans cette position-là, il appuie sur rien. Alors là, ça va à peu près. Ça vous soulage un peu? Un peu, oui. D'accord. Bon, je vais regarder un petit peu. Vous avez mal alors au coude?
Aïe, Bon, oh là, c'est vraiment très sensible. Oui. Hein. Essayez de le tendre vous-même. Vous n'y arrivez pas. Ça peut pas être facile de bouger aujourd'hui. Oui, donc vous n'allez pas pouvoir remonter dans le lit, là. Non, je pourrais pas. Bon, j'ai une idée. Oui. Je reviens. D'accord. D'accord? D'accord. Regardez, Mme Gala. Oui. J'ai ramené ce qu'on appelle un drap de glisse. Un drap de glisse? Oui, ça va aider à remonter dans le lit. Ah bon? Oui, c'est fait pour. Eh ben écoutez. On essaye? Eh ben bien sûr. Allez. Mais j'ai jamais vu ça. Mais non, vous avez jamais eu l'occasion. Je baisse les barrières. Bon, je vais vous l'installer. D'accord. Donc je vais vous enlever le drap. Oui. Dessus. Oui. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. D'accord. Et ça va m'aider à me rehausser dans le lit oui, vous alors. allez voir. Je vais vous d'accord. montrer. Je vais bien vous aider. Oui. Voilà, je vais vous installer Oui. le drap. D'accord. Ça va pour le moment? Très bien. Ça a l'air pas mal. Allez-y. Avec la jambe droite, vous vous retournez. Oui. Tout doucement sur le doigt. Voilà. Ah ben voilà. Ah, ben c'est très bien. Ah. Je remets les barrières. Oui. Et je repasse de l'autre côté. J'enlève bien ça. Hein. Voilà. Et ce coude alors là? Bah, écoutez, tant que je le maintiens Tant comme que ça, ça va. Hein. Tant qu'il n'est pas en repos. Je peux bouger le reste, mais c'est mon coude, quoi. D'accord. Oh, Vous allez voir. Oui. Ah ben voyez, il est là. Vous n'avez rien besoin de faire. Hein. Voilà, c'est très bien. D'accord. Je vais vous enlever l'oreiller. Oui, allez-y. Voilà, posez la tête. Je le laisse en haut. Alors maintenant, Mme Gala, c'est vous qui allez faire tout le travail. D'accord. Vous pliez les genoux. Oui. Voilà, les deux, très bien. Je mets une main ici. D'accord. Vous soulevez la tête. Oui. Et allez-y, poussez sur les jambes, tendez. Voilà. Oh, dites donc, c'est magique votre truc. C'est super, hein? Oh là là. Ça permet quand même de soulager. Moi, je comprends. Allez-y, pliez un peu les genoux, voilà, c'est parfait. Je comprends. Oh, alors. Voilà. Oh, je suis bien content. Allez, c'est bon. Ça y est. Oh. Je vous recouvre. Je me demandais bien comment j'allais me relever. Voilà, donc vous avez pu visualiser les bonnes pratiques du relevage d'une personne sur son lit par une soignante qui l'a fait seule, avec l'utilisation d'une aide technique, mais aussi avec une très bonne communication. Donc je rappelle ou je précise que cette opération, qui peut paraître assez facile, assez simple, est en fait une cause d'accident très fréquente, parce que le relevé du lit sans aide technique, sans participation d'un résident ou d'un patient, c'est une opération qui est difficile, qui nécessite d'être deux soignants, donc des perturbations dans l'organisation et des efforts importants avec un risque de TMS très élevé. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien pu voir l'utilisation du drap de glisse donc sur la partie technique, donc la manipulation de ce drap à la pose et à la dépose, mais également l'intérêt qu'il représente sur la diminution du coefficient de frottement entre la personne et le lit qui est relevé par elle-même. Enfin, en termes de communication, vous avez pu constater les efforts que la soignante fait pour expliquer l'aide technique, ce qui va se passer, de passer des consignes claires, vérifier qu'elles soient comprises. Et également, vous avez pu constater qu'au préalable, la soignante a évalué la situation et a constaté que cette personne qui habituellement était capable de se relever au lit, ce jour-là avait une douleur à l'épaule qui lui empêchait de le faire. Enfin, dernier détail, on a parlé du drap de glisse, mais en fait, deux autres aides sont utilisées. Le lit médicalisé, dans sa fonction relevage, qui permet de mettre le lit à bonne hauteur pour que la soignante puisse aider la résidente à se relever du lit. Donc, vous avez constaté l'aide physique que exerce la soignante. Elle lui maintient les pieds pour qu'elle puisse prendre appui, se relever du lit. Et pour ça, c'est très bien que d'être à la bonne hauteur.
et également l'utilisation des barrières relevables. Alors on voit que toutes ces techniques, que ce soit de communication, d'analyse de la situation ou d'utilisation des aides techniques, de connaissance aussi des différentes aides techniques, nécessitent des compétences qui peuvent être acquises à travers des formations qui sont assez lourdes naturellement. Alors dont une formation dont je vais vous parler et que je vais vous conseiller, c'est la formation d'Actor Prap avec une nouvelle méthode dite ALM, donc mise en place par l'INRS très récemment. ALM, c'est accompagner la mobilité. Donc cette méthode part de la connaissance des déplacements spontanés du patient. Donc pour donner un exemple, pour se relever d'un lit, la première opération qu'on fait naturellement, même quand on n'est pas dépendant, c'est de replier les genoux et ensuite de faire basculer les pieds en bas, qui fait qu'on se relève quasiment naturellement. C'est un ensemble de connaissances qu'il faut acquérir pour exercer ces techniques. Ensuite, l'analyse des possibilités de la personne dépendante par la parole, mais aussi par des tests fonctionnels. L'adaptation de l'assistance par rapport aux besoins. Donc ça peut être verbalement, expliqué, guidé, encouragé, mais physiquement, avec une aide limitée en effort, comme on a pu le voir lors de l'exemple de la vidéo. Un appui sur les pieds suffit pour mobiliser la personne. On parle bien de mobilisation et non pas de manutention dans ce cas-là. Donc on voit bien aussi les avantages pour le résident. Il peut entretenir sa mobilité. Et pour le soignant, il limite les efforts et donc économise le dos et limite le risque d'exposition au TMS. Alors, toutes ces techniques de manutention, mobilisation des personnes dépendantes peuvent s'inscrire que dans une démarche globale de prévention pour être efficace et pérenne. C'est pour ça que la diapo suivante, on situe bien la formation dont je vous parle d'Actor Prap. Donc, je vous rappelle, Actor Prap, c'est prévention des risques liés à l'activité physique, 2 S dans le sanitaire et médico-social. Une formation qui passe de 3 jours à 4 jours pour intégrer les techniques d'accompagnement de la mobilité et la connaissance plus précise des différentes aides techniques. Mais cette formation doit s'inscrire dans une démarche de prévention qui passe par une information du directeur sur les enjeux de la prévention, l'identification de relais pour coordonner la prévention et la santé au travail dans l'établissement, et ensuite la formation d'un animateur de prévention, donc tout ça sur un cursus d'environ 6 mois et 8 jours de formation. Cette formation, c'est un référentiel INRS qui s'appelle SMS, sanitaire médico-social, ex-formation HAPA. Voilà, donc j'en ai terminé de cette présentation. Je repasse la parole à Frédéric Giral qui va conclure. Merci Alain. Voilà, en espérant avoir suscité l'intérêt sur ce domaine. Malgré tout, de manière plus générale, un élément, on va dire aussi incontournable à avoir à l'esprit, c'est que les aides techniques sont un pan de l'évaluation de la démarche de prévention globale. Il ne faut pas perdre de vue que ces aides techniques s'inscrivent dans une dimension plus importante qui sont l'organisation du travail et la formation aussi des professionnels. Et donc, à ce titre-là, ben voilà, il faut garder toujours un regard élargi sur sa politique de prévention. Un second point, pour tout ce qu'on a présenté, vous avez des préventeurs, hein, on est organisé par secteur géographique, donc chacun d'entre vous a un préventeur attitré sur son secteur, et il peut bien évidemment dans ses missions vous accompagner, vous conseiller justement dans votre démarche de prévention sur ce thème ou sur d'autres bien évidemment en lien avec les conditions de travail des salariés. Un dernier point sur les aides financières qui font partie aussi des outils que nous pourrons mettre à disposition sur le secteur sanitaire et médico-social.
Aujourd'hui, c'est vrai que l'enveloppe est assez réduite par rapport à des événements sur le Covid. Néanmoins, nous espérons que ces aides seront réactivées très, très prochainement. Mais dans tous les cas de figure, elles existent avec des subventions prévention pour les établissements de moins de 50, au travers peut-être de TMS Pro Diag ou TMS Pro Action, qui est la subvention la plus appropriée aujourd'hui pour faire pallier au TMS, mais aussi les contrats de prévention. Voilà. Donc, merci. Et je passe la parole à Hélène. Merci Frédéric. On va répondre à vos questions. Justement, tu as abordé les aides techniques. Nous avons une première question. Comment obtenir des financements pour les établissements de plus de 500 salariés? Alors, effectivement, c'est une très bonne question pour laquelle aujourd'hui la CARSAT n'est pas en capacité de répondre. Alors, premier constat. Le deuxième, c'est pourquoi. Au titre des cotisations des établissements, pour la tarification, il y a 3 tranches, de 1 à 19 salariés, de 20 salariés à 150, ensuite de 150 et plus. Les contrats de prévention sont pour les établissements, les entreprises qui peuvent recouvrir plusieurs établissements de 1 à 200 salariés. Et les subventions prévention plus élargies sont de 1 à 50 salariés. Donc aujourd'hui, pour les entreprises de plus de 500 salariés ou les établissements de plus de 500 salariés, nous n'avons pas une offre à proposer, puisque c'est un dépassement du seuil qui a été fixé au titre des tarifications. Par contre, on peut notamment peut-être solliciter l'agence régionale de santé au travers d'appels à projets avec lesquels nous avons déjà travaillé sur cette problématique pour les établissements de plus de 200. Quelle offre pourrait être proposée pour justement contribuer, promouvoir la prévention des risques professionnels dans vos établissements de plus de 200 salariés. La question qui suit sur est-ce qu'on peut avoir une approche sectorielle par service, comme dit précédemment, nous, c'est une approche par entreprise. Donc, la notion de service, la notion de secteur, qui est bien évidemment, je suis d'accord, recouvre moins de salariés, n'est pas une ligne qui a été retenue. Merci Frédéric. On a une question. Quels sont les retours terrain sur l'appropriation de ces aides par les soignants? Alors, si tu veux, Alain, dans un premier temps, je vais parler des rails plafonniers et je te laisserai enchaîner pour les aides sur les manutentions subpondérales. Les aides techniques, ça fait, pour tout vous dire, 12 ans qu'on y travaille. Dans un premier temps, la grande question, c'était on fait le transfert du lit jusqu'à la douche. Choix stratégique assez compliqué techniquement et qui nous a amené à revoir notre copie pour parler du transfert, puisque c'était vraiment le cœur de cible des problématiques d'accident du travail avec arrêt aujourd'hui, le transfert du lit à quelque chose. Appropriation difficile, mais aujourd'hui bien engagée, puisque c'est les établissements qui nous sollicitent pour pouvoir bénéficier de ces aides, ou même de nos conseils, de notre accompagnement pour justement l'analyse du besoin et faire un état des lieux de l'endroit aussi, et le nombre qui doit être mis dans son établissement. Et les soignants, et notamment les aides-soignantes, ont bien compris l'intérêt de cet équipement, puisque c'est un équipement qui a quand même un intérêt double. Un intérêt pour le professionnel, un intérêt aussi pour le bénéficiaire et sa famille. Pourquoi? Parce qu'on a un retour sur aussi l'aspect bienveillance et s'occuper plus du soignant, plus du résident, plutôt de se préoccuper d'un problème de chute du lève-personne mobile, des fois dans un environnement contraint, donc le risque étant bien plus fort. Donc, ils se sont aperçus qu'il y avait un retour du sens du métier aussi, puisque plus de temps alloué à la communication avec la personne qui est mobilisée, en s'affranchissant de la contrainte psychique, on va se dire, de pouvoir chuter avec un autre équipement technique. Lors des embauches, on identifie des fois, suite à nos entretiens avec des directeurs,
le fait que c'est aussi une promotion à faire vis-à-vis de l'embauche d'aides-soignants. Pourquoi? Parce qu'ils demandent souvent aujourd'hui, c'est un retour terrain que je vous fais, si l'établissement est bien équipé de radiopalfonniers et en quelle quantité. C'est voilà, c'est une très bonne nouvelle pour nous, puisque l'appropriation, la compréhension et la nécessité de mettre en place ces équipements pour les professionnels est reconnue aujourd'hui et qui fait un essor. Mais il y a un autre aspect, je vous avais dit un aspect aussi famille, et qui rejoint sur notre aspect qui est l'offre de services de l'établissement, c'est de se dire que pendant toute la période, pendant toute la durée du séjour des patients et des résidents, l'établissement est en capacité d'offrir l'aide technique appropriée à tous les moments de l'autonomie de la personne ou du résident. Et c'est quelque chose qui surprend au début en première vision, comme bien tous les matériels nouveaux. Néanmoins, une fois que c'est compris, on retrouve quand même voilà, le sens du métier. Donc les soignants aujourd'hui plébiscitent, les directeurs aussi. Donc voilà, je pense que c'est maintenant une action qui est presque autoportée par les professionnels. Oui, donc je vais enchaîner par rapport au témoignage de Frédéric. Je vais enchaîner sur les en fait, les aides qui concernent la manutention subpondérale, tout ce qui s'adresse, les aides techniques qui s'adressent aux personnes qui ne sont pas en grande dépendance, finalement qui sont une majorité de personnes à aider en fait, hein, que ce soit dans les EHPAD ou dans les cliniques. Alors les retours, c'est assez difficile d'avoir des retours sur l'utilisation de ce type d'aide technique qui est importante. Fois des situations, mais aussi des situations de dépendance, mais aussi de la qualité des aides techniques. Et c'est bien pour ça qu'on met l'accent sur ce secteur, hein, sur cette typologie de déplacement et de transfert, parce que je pense qu'il y a une grande avancée à faire. Une grande avancée sur qu'on avait perçue il y a une dizaine d'années sur les manutentions pondérales, mais les lève personnes sur rail ont eu beaucoup de succès. Donc, comme l'a dit Frédéric Gérald, on a plutôt des questions. C'est comme vous témoignez aujourd'hui, c'est comment on peut s'équiper, comment on peut financer ces lève personnes sur rail. Plutôt que des questions de est-ce qu'on doit le faire. Alors qu'il y a 10 ans, c'était est-ce qu'on doit le faire. Aujourd'hui, c'est comment on fait. Hein, voilà, donc, et on peut observer aujourd'hui, on a beaucoup accompagné des EHPAD, on a élargi aux établissements de santé, au handicap, mais on s'aperçoit qu'il y a une majorité d'établissements qui sont déjà soit complètement équipés, soit partiellement équipés. Je pense que c'est loin d'être le cas sur les autres aides techniques. Pourtant, c'est des aides techniques qui sont moins coûteuses, qui sont moins complexes, et comme je le disais tout à l'heure, par contre, qui nécessite beaucoup plus de temps d'apprentissage en fait, et donc de compétences. Et donc c'est pour ça que nous souhaitons porter l'accent sur l'accompagnement sur la formation, à la fois l'accompagnement sur la formation à la démarche de prévention, donc avec le référentiel INRS, comme je l'ai dit, SMS, qui est destiné à faire monter en compétence un animateur de prévention nommé par le directeur dans le cadre d'un projet de prévention. Mais aussi la formation des agents, des soignants d'un établissement au référentiel Actor-PRAP, complété par la méthode donc accompagner la mobilité. C'est un ensemble qui, au fil des années, va garantir, va aider à faire monter l'ensemble des acteurs d'un établissement sur l'utilisation des aides techniques, sur l'approche de cette mobilisation qui nécessite autant des compétences de communicatives de la part des personnels que la connaissance des aides techniques et leur utilisation. C'est un ensemble, mais c'est beaucoup plus long à acquérir et beaucoup plus difficile, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a 2 commentaires qui sont intéressants. Le premier, celui de Linda, qui nous dit nous possédons toutes ces aides techniques par le biais de la formation PRAP. Les soignants commencent vraiment à accepter et surtout à les utiliser, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, on a Sarah qui, dans son établissement, il semblerait, soit très très bien équipé, mais qu'à ce jour, les outils sont utilisés de façon variable par les équipes. Et l'argument opposé est souvent le facteur temps pour la non-utilisation, malheureusement.
Tout à fait, ouais. Mais il faut le prendre en compte. Et c'est là qu'on voit que pour le facteur temps, c'est quelque chose qui est incontournable. On va dire l'utilisation de ces aides techniques, ces techniques de mobilisation qui permettent de maintenir, alors, comme on l'a dit, la motricité des résidents, des patients, mais qui limitent l'exposition des soignants et des aidants au TMS. Va nécessiter déjà premièrement un investissement incontournable, donc certains établissements peuvent le faire, d'autres c'est plus compliqué, mais également du temps pour mettre en œuvre ces techniques. Alors ce temps, c'est un investissement qui est rentable parce que derrière, ça coûte très cher, des actions de travail en absentéisme, en désinsertion professionnelle, comme on disait, on a les chiffres. Mais par contre, ce qui est incontournable, c'est vraiment d'intégrer ces pratiques, cet effort de progrès dans un établissement, dans le projet d'établissement global, et que ça devienne une des priorités de l'établissement. Alors je sais bien, on va me dire qu'il y a beaucoup de priorités, mais celle-ci, je pense, pour maintenir le personnel en bonne santé et surtout présent dans l'établissement, elle est essentielle. Donc c'est à ce prix-là que chacun va trouver le temps d'utiliser, de mettre en œuvre ces techniques. Il faut absolument que ce soit une politique d'entreprise, d'établissement. Et il faut également du temps et mettre en œuvre des ressources pour peut-être plusieurs années pour voir apparaître des progrès. Alors, pour poursuivre les propos d'Alain, souvent ce qui nous est opposé, c'est on n'a pas le temps. C'est le nombre de toilettes à réaliser dans la matinée. Bon, on suppose que les directions, à chaque fois, nous expliquent que le temps alloué nécessaire est bien distribué, mais c'est des fois plutôt psychique, le frein, puisqu'on a fait même des tests entre un lève-personne mobile et un lève-personne sur rail plafonnier. Le temps est le même, chronométré. Par contre, dans l'équation, il ne faut pas perdre de vue que si on a un accident du travail, on va travailler en mode dégradé. Donc, quelquefois, on peut passer de 10 toilettes à 15 toilettes ou de 8 toilettes à 12 toilettes. Et si on suit ce schéma de principe, on s'aperçoit que quelquefois, il manque 2 soignants, 2 aides-soignants. Donc, du coup, on n'est plus en mode dégradé, on est en mode dégradé plus. Donc, la charge, le reste à charge pour les personnels qui sont en place augmente. Sous-entendant, si j'ai des aides techniques adaptées qui me permettent de transférer cette charge physique que je devrais avoir sur l'équipement, c'est quand même une très bonne solution. Et quelquefois, il y a aussi la notion de toilette lourde qui fait qu'on va dimensionner les toilettes et répartir sur les équipes au regard du nombre de chambres, mais sans pour autant savoir à chaque fois est-ce que ça va être une toilette lourde ou pas, et qui peut, dans l'équation, justement rallonger le temps de toilette avec un temps incompressible qui est le repas peut-être des fois, où à 11h30, on s'accorde à dire que les toilettes devraient être finies pour les résidents, par exemple, si on parle des EHPAD. Donc cette notion de temps, c'est, je pense, dans l'exercice qu'il faut la réduire et surtout l'associer justement en se disant peut-être qu'on va avoir l'impression, parce que c'est vraiment une impression, en se disant on est à 2, tu viens m'aider au lieu de faire 2 toilettes, une qui craque, le dos craque, craque, merci, je sors de l'équation. On reporte la charge sur les personnes. Donc c'est aussi une attitude d'équipe qui doit primer sur des actions, on va dire, isolées et ponctuelles, répondant à une situation à l'instant T. Et quelquefois, c'est madame ou monsieur Intel qui, jusqu'à présent, était acteur aussi de sa mobilisation. Et là, ce matin, il n'avait pas envie. Sauf qu'on pensait qu'il avait envie. On l'aide, on tire, crac, c'est le dos qui lâche. Donc voilà, c'est plutôt une lecture d'équipe qu'il faut garder à l'esprit, et avec justement cette adaptabilité au regard des toilettes et au regard aussi de son évaluation quotidienne du niveau d'autonomie des résidents ou des patients, bien évidemment. Si, on va juste partager 2 commentaires. Celui d'Isabelle, justement, qui nous dit
pour inciter les soignants à utiliser ces aides techniques, de continuer dans la promotion de l'utilisation de ces outils, et également que la formation PRAP apporte beaucoup et arrive à convaincre en fait les soignants les plus réticents. Nous avons aussi un commentaire de Stéphane qui nous dit l'ALM devrait contribuer à surmonter ce type de situation puisque cette évolution prévoit de connecter l'acte de soin au projet de prévention et de fait de donner davantage de sens aux mesures de prévention des risques professionnels. Alors, c'est le dernier né hein, de l'INRS, plus un jour de PRAP 2S sur accompagner la mobilité, et qui est un outil ou un moyen très performant d'affiner justement ce qu'on explique depuis ce matin sur l'analyse du besoin et bien évaluer le niveau d'autonomie des résidents. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit bien sûr dans un plan plus large avec l'animateur prévention, le directeur, l'animateur prévention et l'acteur PRAP. Hein. On parlait de dézoomer, de regarder sa politique de prévention de manière plus large. Et justement, cette formation, ce plus un jour PRAP 2S ALM, vient compléter justement cet ensemble qui va permettre une maîtrise plus pertinente de sa politique de prévention, et qui manquait un peu dans le périmètre. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de ce module. C'est vrai que jusqu'à présent, geste et posture, on est passé, quand même, il faut passer à la dimension prévention des risques et activités physiques. Et ALM vient compléter ce processus. Merci. Merci à Isabelle et à Stéphane pour donc leur soutien et donc la pertinence de leurs remarques. Donc, je salue plus particulièrement Stéphane, que je connais bien. Donc, effectivement, comme il précise, l'idée, c'est vraiment d'intégrer cette mobilisation dans l'acte de soin. Effectivement, c'est peut-être ce qu'il faut. Je ne sais pas si ça peut être le mot de la fin, mais il faut que ça devienne une seconde nature, un réflexe, soit intégré dans le travail quotidien. Voilà. Merci à vous. Merci. Nous avons répondu, je pense, à l'ensemble. Attendez, on a encore un petit commentaire. C'est de Sarah. Dans notre établissement, nous avons formé tout le monde et mis en place de nombreuses aides techniques. Il apparaît que les actions de formation doivent être permanentes pour que cela dure dans le temps, ce qui est parfois compliqué à mettre en œuvre au sein des établissements. Serait-il possible de travailler auprès des écoles de formation pour qu'elles forment les élèves? Oui, alors on peut répondre, c'est en cours. Alors, pas dans toutes les écoles, hein, mais au niveau des. Donc, c'est pas plus tard que cette semaine, je suis intervenu à l'IFO, l'Institut de formation des ergothérapeutes, qui a intégré, donc dans la plupart des instituts, ils ont intégré la formation de formateurs PRAP dans leur cursus. Alors, bien sûr, c'est pas le gros des effectifs, mais c'est déjà ça. Il y a maintenant toutes les écoles d'infirmières, les aides-soignantes, il y a des expériences en cours. Voilà, on espère que dans les mois, dans les années à venir, ces formations seront intégrées dans leur cursus. Donc c'est vraiment une très bonne contribution, très bonne remarque. Il faut travailler sur ce plan-là. Et puis aussi peut-être préciser que pour les établissements qui ont l'échelle, hein, la possibilité, on a parlé de la formation d'acteurs PRAP, mais c'est possible. Donc j'ai vu qu'il y avait des formateurs PRAP qui avaient contribué. C'est possible de former des formateurs PRAP en interne. Et donc ces formateurs PRAP vont pouvoir être, comme ils sont dans l'établissement, seront très utiles pour former les nouvelles, mais aussi faire la formation continue, parce que effectivement, je pense que c'est un facteur de succès, c'est un facteur clé de succès de la bonne utilisation de ces aides techniques et des bonnes pratiques de mobilisation des personnes, que ce soit en dépendance, en grande dépendance ou en dépendance plus légère. Et un formateur PRAP interne va forcément faciliter ce travail. Voilà, mais ce n'est pas tous les établissements qui peuvent le faire. On rencontre dans ces possibilités dans les établissements qui ont les moyens, qui ont une échelle importante, ou dans les groupes, dans les grosses associations. Mais ça peut être aussi une mesure à prendre pour faciliter un peu ce développement des compétences de l'ensemble des aidants et des soignants dans les établissements.
Merci Alain. Un autre commentaire là de Sarah. Oui, je suis également formatrice d'acteur PRAP dans mon établissement, mais cela représente une grosse charge de travail pour moi. Il faudrait presque que je ne fasse que ça pour progresser. Oui, on voit le lien avec l'organisation de l'établissement et aussi les financements disponibles au niveau des pouvoirs publics. On espère que dans l'avenir, de plus en plus, les projets de prévention et de santé au travail des établissements feront l'objet de CPOM, de lignes de CPOM et aussi de financement. On compte là-dessus et tout le monde doit bien faire remonter cette nécessité aux tutelles. Merci. Nous n'avons plus de questions. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Vous avez pu découvrir les solutions que peuvent vous apporter les aides techniques pour vous protéger et protéger la santé de vos salariés. N'hésitez pas à télécharger la documentation qui vous est proposée. Je vous invite également à visionner en entier le film Regards croisés, dont je vous ai mis le lien dans notre chat là. C'est un film qui dure une vingtaine de minutes et dont vous avez pu visionner un extrait au cours de ce webinaire. Donc il traite des TMS. Il a été réalisé en 2016, mais il est toujours d'actualité. Donc vous retrouverez le lien dans la conversation. Toujours dans cette web-série, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire le 17 septembre prochain pour traiter de la prévention des risques psychosociaux. Je remercie nos deux orateurs, Frédéric Gérald et Alain Brunel, mais également Ludivine Lux qui nous a bien aidés concernant les vidéos. Merci à vous pour votre participation active. Restez prudents, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous.